Le temps presse pour notre cosmos, et il touchera à sa fin très bientôt. L'émergence des ouragans spatiaux électromagnétiques comme un nouveau phénomène lunaire. Le rayonnement cosmique pourrait être une source de nourriture pour la vie au-delà de la Terre. Si c'est le cas, alors il doit y en avoir plus là-bas que nous ne le pensions. Tout cela et bien plus encore sera discuté dans la dernière 188e édition de l'Astro Review. Je m'appelle André, et vous regardez des vidéos sur la chaîne Just Space. Comme je le fais toujours à la fin de chaque vidéo, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre soutien. Je suis incroyablement reconnaissant envers les abonnés de Boosty Patreon et YouTube qui me permettent de continuer à faire des films. Des films bonus et d'autres avantages sont envoyés à tous mes supporters 2 fois par semaine. Il y aura des liens Boosty et Patreon dans la description. D'accord, passons maintenant aux histoires spatiales. Peut-être qu'il nous en reste encore un petit peu. Bien sûr, pas seulement nous, mais tous les autres êtres qui considèrent notre univers comme leur foyer également. La raison étant peut-être qu'il reste un peu de cosmos. Évidemment, à l'échelle cosmique, c'est juste un petit peu. Certaines théories courantes sur la disparition éventuelle du cosmos comme la mort thermique proposent que notre univers puisse continuer à exister pendant un nombre infini d'années, des milliards et au-delà. 10 à la puissance 100 ans, c'est un plus 100 0 plus peut-être encore. Mais une nouvelle estimation de la durée de vie potentielle de l'univers a été fournie par les auteurs de la nouvelle recherche et elle est significativement plus petite de plusieurs ordres de grandeur. Il faut mentionner que ce nouvel article n'a pas encore été évalué par des pairs et a simplement été publié en tant que prépublication. D'autre part, cette pièce développe le travail antérieur des auteurs qui a été publié dans des revues savantes. De prime abord, les conclusions des auteurs peuvent paraître extrêmement novatrices. En l'état actuel des choses, les scientifiques estiment que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. À ce stade, les estimations scientifiques révèlent qu'il ne reste que 20 milliards d'années, pas 100 ou 50 milliards, mais 10 milliards d'années moins que l'âge de l'univers lui-même jusqu'à la fin du monde. On peut en déduire immédiatement une pléthore de conclusions intrigantes. Prenons notre Soleil comme exemple. Même avec sa durée de vie relativement courte, il ne pourra pas supporter la fin de l'univers dans son état actuel. La naine blanche survivante cependant perdurera au-delà de la fin des temps, tandis que de nombreuses étoiles actuelles n'auront même pas la chance de quitter la séquence principale avant que le cosmos ne s'effondre. Les naines rouges, selon les théories actuelles sur l'évolution des étoiles, peuvent avoir une durée de vie de centaines de milliards d'années, et certaines peuvent même vivre 1 billion d'années. Je l'ai déjà dit, et je le répète, aucun nain rouge n'est mort naturellement en épuisant l'hydrogène de son noyau depuis le début de l'univers. Ici aussi, ils seront pressés par le temps en supposant que les auteurs du nouvel article soient exacts. Étant donné l'existence relativement brève de l'univers, nous pouvons également déduire sa disparition appropriée. Nous sommes tous conscients que le Big Rip, le Big Crunch et la mort thermique sont les 3 possibilités les plus importantes pour le Big Bang. Dans les 20 milliards d'années à venir, le cosmos ne connaîtra certainement pas la mort thermique provoquant la mort de chaque étoile et la dissipation de chaque trou noir. C'est la situation du Big Crunch qui est ici en cause. Si l'on en croit les chiffres présentés dans l'article, le cosmos continuera de s'étendre pendant au moins 10 milliards d'années encore. Après cela, l'expansion s'arrêtera et l'univers commencera à se contracter à nouveau. Après encore 10 milliards d'années, il se sera refroidi jusqu'à un état extrêmement dense et extrêmement chaud. Mais d'où viennent ces jugements extrêmes? L'Observatoire Dark Energy Survey et le DESI, Dark Energy Spectroscopic Survey, DSI, ont fourni certaines données qui ont conduit à leur émergence plutôt que l'inverse. J'ai déjà noté dans mes évaluations critiques que les scientifiques ont interprété les données les plus récentes, mais non finales des observatoires DSI, comme suggérant que la constante cosmologique pourrait ne pas être constante, mais plutôt varier au fil du temps. Il faut remonter un peu dans le temps.
Une façon plus simple de le dire est que l'énergie noire peut être expliquée par la constante cosmique. Si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, la constante cosmologique ou quelque chose de très proche est apparu bien avant l'idée de l'énergie noire. Au début des années 1900, alors qu'Albert Einstein développait sa théorie de la relativité générale, la sagesse conventionnelle soutenait que le cosmos se dilatait et se contractait à des taux constants. Néanmoins, le cosmos pourrait vraiment faire l'une ou l'autre de ces choses à cause de la gravité, comme le montre l'étude d'Einstein. La constante cosmologique abrégée en lambda était un facteur de correction supplémentaire qu'il a introduit dans les calculs pour s'assurer que le cosmos, dans sa théorie, ne se livre pas à de telles pitreries. Elle était également utilisée pour équilibrer la gravité. La célèbre histoire continue avec la découverte de l'expansion cosmique quelques années plus tard, et Einstein a déclaré que l'introduction de cette constante était sa plus grande erreur. Il ne savait pas que son lambda reviendrait une décennie plus tard, dans les années 1990, lorsque les scientifiques ont observé la lumière des supernovas dans de nombreuses galaxies, et ont déterminé que l'expansion de l'univers non seulement se produisait, mais qu'elle se produisait à un rythme accéléré. La constante cosmologique a connu une nouvelle vie lorsque ce lambda a été rappelé. Comme la gravité ralentirait l'expansion si quelque chose n'agissait pas comme une force répulsive, les scientifiques ont déterminé qu'il faut plus d'énergie pour expliquer l'expansion rapide de l'univers. De plus, la nature de cette force énigmatique, cette énergie noire, reste un mystère pour nous. Bien qu'elle soit présentée comme une explication de l'énergie noire, la constante cosmologique n'explique rien du tout. C'est seulement une variable qui, en gros, représente bien l'observation et rend les calculs cohérents. Une description physique possible de cette énergie est l'énergie du vide. Énergie liée aux fluctuations quantiques et intrinsèques à l'espace-temps. La valeur attendue est de plusieurs dizaines d'ordres de grandeur différentes de la valeur mesurée, ce qui est le principal problème ici. Les effets que nous attribuons à l'énergie noire sont modélisés par les auteurs de la recherche actuelle à l'aide d'une approche à deux composantes. L'une est la constante cosmologique mieux connue. Les actions constituent la deuxième partie. Attendez, nous parlions d'énergie noire, n'est-ce pas? Les actions ne sont-ils pas des particules candidates à la matière noire? Demande quelqu'un qui est plongé dans le secteur sombre. Les auteurs du nouvel article s'appuient sur des idées présentées dans des articles évalués par des pairs antérieurs qui ont exploré une classe particulière d'actions ultra-légers comme composants potentiels de l'énergie noire. Plus généralement, ces particules hypothétiques dotées de propriétés uniques ou d'un champ d'action universellement applicable pourraient jouer un rôle dans l'accélération de l'expansion de l'univers. Ensuite, ils ont examiné l'interaction entre leurs modèles impliquant des actions et la constante cosmologique et les données des observatoires D et DSI, et ils ont trouvé que leurs résultats sont les plus cohérents lorsque la constante cosmologique est négative. Cette découverte peut être comprise de la manière suivante: nous assistons actuellement à une expansion accélérée de l'univers, et l'une des deux composantes, le champ d'action, joue encore un rôle dominant dans ce processus. Cependant, à mesure que l'univers vieillit et s'étend, leur influence s'estompera progressivement et sera remplacée par une constante cosmologique négative, ce qui indique que l'expansion de l'univers finira par s'arrêter et que le cosmos se contractera, s'effondrant. Pendant cette contraction, le Big Bang sera inversé et toute la matière de l'univers subira une phase de compression intense qui entraînera une fusion de toute la matière jusqu'à ce que le cosmos revienne à son état initial de densité et de chaleur extrême il y a 13,8 milliards d'années. Les calculs, comme je l'ai mentionné précédemment, prolongent l'âge de notre univers de 20 milliards d'années. Je dois commencer par une mise en garde. D'abord, cette étude particulière n'a pas été examinée par des pairs. Deuxièmement, les résultats de l'observatoire DSI et DS, qui ont servi de base au calcul, sont préliminaires et n'ont pas encore atteint un niveau où une découverte peut être annoncée. Enfin, je dois mentionner une troisième réserve. Pour l'instant, le concept d'action est lui aussi entièrement théorique.
Si le résultat s'avère être dû à une énergie sombre dynamique, c'est-à-dire une énergie sombre qui change au cours du temps, les scientifiques devront revoir leurs théories actuelles. Les États-Unis sont impatients de construire un réacteur nucléaire sur la Lune sans tarder. Nous allons commencer notre collection spatiale avec ça. Tout d'abord, que fait-il là? Un des défis majeurs est de produire de l'énergie sur la Lune si on veut y rester plus de 2 semaines d'affilée, car l'énergie solaire n'est pleinement utilisable que pendant le long jour lunaire et beaucoup moins la nuit. Oui, l'énergie peut être stockée. J'ai détaillé un certain nombre de problèmes avec la nuit lunaire dans un épisode séparé, mais une façon de s'assurer que la Lune puisse continuer à fonctionner à l'énergie solaire est de construire un réacteur nucléaire. Le concept de réacteur n'est pas nouveau. En fait, la NASA avait prévu de lancer un réacteur de 40 kW sur la Lune au début des années 1930. Néanmoins, de nouvelles informations ont fait surface concernant un projet et la recherche d'un concept pour construire un réacteur de 100 kW et le lancer plus tôt avant 2030. Ce retard apparent serait dû à une potentielle course spatiale avec la Chine, qui prévoit également d'aller sur la Lune et d'y établir une présence permanente. Seriez-vous intéressé à boire de l'eau de Mars? Un jour, vous pourriez avoir cette chance si l'un d'entre vous vole vers Mars. Les pentes des montagnes martiennes peuvent être trouvées avec des glaciers recouverts de poussière. Des études précédentes ont suggéré que ces glaciers pourraient être composés d'à peine 30% de glace d'eau. Cependant, un récent article scientifique utilisant de nouvelles méthodes de recherche a montré que les glaciers martiens sont composés de plus de 80% de glace d'eau pure. Cette glace pourrait s'être formée suite à des précipitations, plus précisément des chutes de neige ou par condensation directe. Dans tous les cas, ces réserves de glace pourraient être utiles aux futurs explorateurs de Mars si jamais nous y parvenons. Une façon de le faire est d'utiliser les mesures radar prises par le vaisseau spatial MRO. Un nouveau candidat exoplanète a été découvert dans le système Alpha Centauri, les plus proches voisins du système solaire, et il se trouve même dans la zone habitable. Ce qui rend cette histoire spéciale, c'est que ce système contient 3 étoiles, les paires d'étoiles semblables au Soleil Alpha Centauri A et B, et la naine rouge Proxima Centauri, qui est plus éloignée de la binaire. Les glaciers contiennent de l'eau pour boire de l'oxygène pour respirer et du carburant. Bien que 3 planètes aient été identifiées autour de Proxima Centauri, les 2 autres étoiles du système ont été difficiles à détecter en raison de leur proximité, de leur luminosité et du fait qu'elles projettent de la lumière sur les planètes faibles. Cependant, les scientifiques ont récemment trouvé des preuves solides d'une planète en orbite autour de l'une des étoiles du système, à savoir Alpha Centauri A. Le télescope James Webb et des masques spéciaux qui bloquent la majeure partie de la lumière des étoiles ont été utilisés pour accomplir cela. Sur cette image, prise avant l'application du masque ou coronographe, les 2 étoiles se confondent en une seule tache de lumière. Dans cette image, l'excès de lumière a déjà été soustrait, ne laissant que le signal infrarouge de l'objet qui semble être une planète. Cette géante gazeuse, située à environ 2 UA de son étoile, a une taille similaire à celle de Saturne et se trouve dans la zone habitable. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une géante gazeuse, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle ait des planètes rocheuses similaires à la Terre dans la zone habitable, et nous ne nous attendons à aucune forme de vie sur la géante gazeuse elle-même. Il reste à confirmer par des observations séparées avec d'autres instruments si la planète est bien là. Si c'est le cas, elle entrera dans l'histoire comme la planète la plus proche de son étoile jamais trouvée par observation directe, ainsi que la première planète trouvée de cette manière autour d'une étoile très semblable en âge et en température à notre Soleil, et notamment elle se trouvera dans le système le plus proche de nous. Un phénomène jusqu'à présent inexpliqué a été découvert dans l'espace, les ouragans spatiaux. Si les ouragans terrestres sont terrifiants en raison des dégâts qu'ils peuvent provoquer, les ouragans terrestres se caractérisent par une zone de basse pression relativement calme au centre, également appelé l'œil de l'ouragan, accompagné de vents violents tout autour de nuages en spirale et de fortes pluies.
Il ne s'agit pas d'un ouragan sur Terre ou sur une autre planète, mais d'un ouragan dans l'espace, plus précisément dans l'ionosphère de la Terre, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, ce qui fait immédiatement penser à Jupiter et ses énormes tempêtes dont certaines peuvent durer des centaines d'années, parce qu'il n'y a pas de surface solide, ou à Saturne. L'espace commence déjà à 100 km, donc cette région est aussi de l'espace. Cependant, elle reste une composante des couches atmosphériques supérieures de notre planète. L'ionosphère commence bien avant la ligne de Kármán et s'étend sur des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. À l'intérieur de cette ionosphère se trouvent de nombreux satellites, y compris la Station spatiale internationale ISS, le télescope Hubble et bien d'autres encore. En fait, c'est grâce aux satellites que ce nouveau phénomène spatial a été découvert. Le satellite EK-Swarm-B est passé près du bord de l'ouragan spatial, et les données des deux engins spatiaux ont montré quelque chose d'incroyable. Un système rotatif dans le plasma ionosphérique, des flux de plasma, des changements de densité et des courants électriques ascendants. La structure était en forme de spirale, avec plusieurs bras et une zone calme au centre comme l'œil d'un ouragan. Ses caractéristiques générales étaient similaires à celles d'un ouragan, à l'exception du fait qu'elle était de nature électromagnétique. Un article détaillant ce phénomène intrigant a été publié en 2021 et maintenant un nouvel article a été publié dans lequel les auteurs tentent de déterminer les impacts possibles de cet ouragan spatial électromagnétique. Comment un tel phénomène pourrait-il nous influencer? Une faible aurore est liée à un ouragan spatial, mais elle se produit dans une zone légèrement différente. La forme la plus courante d'aurore est l'ovale, mais il existe aussi d'autres variétés. Cet ouragan a une aurore qui apparaît directement au-dessus du pôle. Qu'est-ce qui est inhabituel à propos de cet énorme entonnoir de plasma dans l'espace? L'activité géomagnétique est souvent liée à la météorologie spatiale. Lorsqu'une tempête solaire se produit, par exemple, des matériaux sont éjectés de la surface du Soleil et se dirigent vers la Terre. En réponse à cela, la magnétosphère de notre planète présente certains comportements. Par exemple, les aurores peuvent s'étendre jusqu'aux latitudes moyennes lors de tempêtes intenses. Un ouragan spatial, en revanche, est observé pendant les périodes de faible activité géomagnétique. Son origine n'est cependant pas du côté de la magnétosphère, face au Soleil, mais de sa queue où des segments de la queue se réalignent, concentrant l'énergie sur les pôles. Ces ouragans sont-ils dangereux? Les mesures effectuées à l'Observatoire au sol CH ont révélé que la tempête, par exemple, a modifié les signaux GPS des satellites, traversant la tempête ionosphérique, les faisant apparaître vacillants et, dans certains cas, introduisant des distorsions significatives qui pourraient affecter la précision du positionnement de la Terre. En outre, les magnétomètres du Groenland ont enregistré des signaux de charge locale liés à l'ouragan dans le champ magnétique terrestre qui sont comparables en intensité à ceux qui se produisent normalement lors des tempêtes géomagnétiques. Mais comme nous l'avons dit, cela se produit pendant une météo spatiale relativement calme. L'activité géomagnétique peut avoir un impact sur les satellites et dans certains cas sur les infrastructures terrestres. Le principal défi avec ces ouragans est qu'ils sont plus difficiles à suivre et à prévoir car le phénomène est nouveau et différent. Les méthodes conventionnelles les manquent quand le soleil semble calme et elles se produisent probablement plusieurs fois par an. Cependant, comme on peut le voir, il existe déjà des exemples concrets de leur influence sur le fonctionnement des satellites, c'est pourquoi ils seront étudiés plus en détail. Ce titre décrit un organisme inhabituel qui vit jusqu'à 3 km sous la surface de la Terre dans l'obscurité totale avec un écosystème composé d'une seule espèce de bactéries qui ne mesure que quelques micromètres et n'ont pas été exposés à la lumière du Soleil depuis des millions d'années. Peut-être devinez-vous déjà pourquoi je vous parle de ces créatures fascinantes, elles peuvent nous aider dans notre quête de vie extraterrestre. Une question particulièrement pertinente est de savoir ce que ces êtres consomment et comment ils obtiennent leur énergie.
Dans la dernière revue d'astrologie, nous avons discuté de la quête de la vie extraterrestre, ainsi que des conditions qui pourraient soutenir la vie et des variables qui pourraient l'affecter. Nous avons réduit notre attention à une taille de planète particulière, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Comme je l'ai déjà mentionné, de nombreuses choses ont dû s'aligner pour que la vie sur Terre puisse commencer et persister pendant des milliards d'années avant que des êtres sensibles comme nous puissent émerger. Il n'est plus nécessaire que des dizaines de facteurs coïncident dans ce cas lorsqu'on parle même des formes de vie les plus basiques, similaires à celles sur Terre. Nous pouvons donc aborder la question de la vie extraterrestre sous un angle différent, non pas à la recherche d'organismes complexes comme les humains, mais de quelque chose de plus simple, des microbes. Compte tenu des environnements hostiles dans lesquels certains organismes terrestres survivent, ces facteurs ne sont plus essentiels. En particulier les 6 éléments primaires de la chimie carbone-hydrogène, azote-oxygène et soufre, ainsi que l'eau liquide comme solvant sont nécessaires à l'occurrence des réactions chimiques qui sont fondamentales à toutes les formes de vie. Nous avons une chimie très diversifiée sur Terre, une planète à la distance parfaite du Soleil, avec une atmosphère dense, suffisamment de lumière pour rendre l'eau liquide à la surface, et la plupart des formes de vie tirent leur énergie soit directement, soit indirectement du Soleil. Cependant, comme vous le savez peut-être, il existe d'autres lunes glacées de géantes gazeuses comme Europa et Encelade qui pourraient être habitables. Dans cette section, nous abordons l'idée d'un océan d'eau liquide sous la surface qui est presque certainement présent sur les 2 lunes. J'ai déjà expliqué comment nous le savons dans un épisode précédent, mais il est évident que le Soleil ne peut pas alimenter directement des créatures hypothétiques qui pourraient vivre sous une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Par conséquent, on considère qu'Encelade pourrait être une source potentielle d'alimentation par des évents hydrothermaux où la chimiosynthèse pourrait opérer au lieu de la photosynthèse parmi d'autres sources d'énergie possibles. Soudain, les radiations et les rayons cosmiques pourraient émerger comme une telle source, comme le discute un article publié dans une revue internationale d'astrobiologie. L'idée peut sembler paradoxale au premier abord étant donné que les radiations, en particulier les radiations ionisantes, sont généralement considérées comme un danger pour la vie. Elles détruisent les cellules et l'ADN et favorisent la production de radicaux dangereux entre autres. Par conséquent, le rayonnement spatial est considéré comme l'un des principaux obstacles à l'exploration spatiale humaine au-delà de l'orbite terrestre basse. Les radiations provenant des rayons cosmiques galactiques, des particules de vent solaire à haute énergie des rayons X et gamma et d'autres sources peuvent provoquer le cancer, des maladies neurologiques, des effets sur le système reproducteur et la mort. D'un autre côté, les radiations peuvent être utiles dans certaines circonstances et il y en a des exemples ici sur Terre. Cette histoire commence avec les bactéries dont j'ai parlé plus tôt. J'ai demandé de quoi elles se nourrissaient et la réponse est la radiolyse, un processus dans lequel les radiations ionisantes interagissent avec un composé chimique, ce qui entraîne sa décomposition en ses parties constituantes. Les bactéries en question ont été découvertes dans des mines d'or en Afrique du Sud. On trouve également dans ces mines de l'uranium qui se décompose en rayonnement, qui interagissent avec d'autres substances, ce qui entraîne la production d'hydrogène moléculaire, de sulfate et de bicarbonate des nutriments dont ces microbes dépendent pour leur survie. Pas l'énergie solaire, pas les évents hydrothermaux, mais les sous-produits de la radiolyse. Sur Terre, nous sommes protégés des radiations par l'atmosphère et le champ magnétique, mais sur Mars, Encelade et Europe, par exemple, les rayons cosmiques galactiques peuvent non seulement atteindre la surface, mais aussi pénétrer à une certaine profondeur en dessous. L'uranium est ici la source de la radiation. Les couches de glace d'Europe et d'Encelade, par exemple, sont censées contenir des océans et des poches peu profondes d'eau liquide, où des particules de haute énergie peuvent interagir avec des molécules d'eau, les séparant en hydrogène moléculaire, en enlevant des électrons libres individuels.
est semblable à des micro-organismes simples, hypothétiques. Trouvés dans des mines africaines, ils pourraient se nourrir des sous-produits de la radiolyse des rayons cosmiques. En introduisant une source d'énergie nouvelle et inexplorée pour la vie extraterrestre, les auteurs de cet article ont analysé les 3 principaux candidats de notre système solaire, Encelade, Europe et Mars, et ont déterminé, sur la base de toutes les informations disponibles, que ce processus est le plus susceptible d'être efficace sur Encelade, bien qu'il puisse également être applicable à moindre mesure dans les corps d'eau souterrains qui pourraient être présents sur Mars et Europe. En plus de la zone habitable classique, qui est déterminée par la lumière de l'étoile parente du système, les auteurs de l'article présentent un nouveau concept appelé zone habitable radiolytique ou de radiolyse. Cette zone pourrait être plus large que la zone classique et pourrait fonctionner aux confins des systèmes planétaires ainsi que sur les planètes errantes ou leurs lunes qui flottent librement et sont soumises au rayonnement cosmique galactique relativement constant et stable partout. Étant donné que l'héliosphère ne fait pas non plus obstacle à la lumière, dans ce cas la conclusion essentielle est que cela pourrait fonctionner et en prenant la Terre comme exemple, cela pourrait même très bien fonctionner. Alors la vie même microbienne pourrait être plus répandue dans le cosmos que nous ne l'imaginions auparavant. Personnellement, j'aimerais une mission vers Encelade et bien que je sache que l'attente sera longue, au moins l'Europa Clipper et le télescope spatial James Webb sont en route vers le système de Jupiter. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez rester connecté et recevoir des informations supplémentaires sur l'espace presque tous les jours, même sans atterrissage sur la surface, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Telegram et à mon groupe VK. Amis, merci encore. Au revoir.